Alors moi la question c'est avez-vous regretté une fois d'avoir pris l'avion? Elle est bien celle-là. Hein. Elle est pas mal hein. Il y a les psys de l'armée de l'air qui t'écoutent là donc. Ouais, t'as pas le droit de dire un vol à 400 s'il te plaît. Ben non, j'ai jamais regretté. À chaque fois que je monte dans un avion, dans un planeur, dans tout ce qui vole, moi je prends énormément de plaisir. Et il n'y a pas une seule fois où je me suis dit bon. Bonjour le Bourget, on a l'équipe du A400M Flying Display. Solo display. Solo Display. Alors tactical display Tactical pour la bonne. Alors il faudra nous expliquer la différence, Ça marche, tout ça, ok, ça fait ouais, partie bien des sûr. bases. Bonjour aux gens qui sont sur le chat. Si vous avez des questions et des remarques à faire à nos invités, c'est à vous de jouer. On est là pour vous lire et pour répondre à vos questions. On y va Fred? Oui, on va les présenter. Alors à droite, on a fait le commandant Fish. Oui. Alors commandant, c'est là. 1, 2, 3, 4. Oui, C'est c'est ça, quatre 4, galons. c'est commandant, ouais. Et à gauche, le capitaine Gigi. Ouais, bonjour à tous. Gigi d'ailleurs, c'est Brice, hein, ton prénom, c'est ça? Oui, capitaine Brice, Brice. alias Gigi, c'est notre petit nom de. Et de Fish, c'est de scène. Nicolas. Et c'est Nicolas, oui, commandant Nicolas. Brice d'Orléans, on a dit tout à l'heure. On a dit Ça marche ouais. pas très bien, Brice d'Orléans. Non, ça fait pas rire. Bon. Donc vous êtes tous les deux sur A400, vous faites voler la grosse bête dans des positions fascinantes. Et depuis maintenant quelques années pour toi, Fish, hein, puisque tu es bien connu Oui, on a dans commencé le Landerneau. Exactement, on a commencé l'aventure en 2018 avec Whisky, là pour le coup, qui est le capitaine Jean-Baptiste dit Whisky. On a créé la démo en 2018 tous les deux. Là. D'accord. Démo qui a très peu changé depuis 2018 en fait. C'est pas ce qu'il faut dire pour la vendre. Oui, mais elle marche très bien comme ça en fait. C'est pour Ah, ça elle qu'on marche change très pas, bien, elle d'accord. plaît, et donc on mise sur quelque chose qui marche. D'accord, des valeurs sûres. Exactement. Et donc, et toi, Gigi, donc tu l'as rejointe cette patrouille Moi, beaucoup plus récemment. c'est ma deuxième saison actuellement et j'ai fait une première saison en place droite donc l'année dernière. Et là, cette année, c'est ma première saison en place gauche. D'accord. Et alors, il faut souligner quand même que c'est très sympa à vous de venir parce qu'aujourd'hui, vous ne volez pas. C'est votre jour de repos, c'est ça? Exactement, et on va même dire que ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous. Ouais. C'est pas réciproque. Non, mais c'est très Ça gentil. va en vite fait. se finir cette émission, je sens. C'est très gentil. Dès que Bibi arrive, on vous laisse et puis. On a Lovecom là qui fait des yeux, mais alors comme des soucoupes. Mais là. c'est Elle quoi revient cette pas. émission de ce déglingo là? Non, on est super content d'être là. Moi, comme on l'a vu tout à l'heure, je connais Gilles depuis un moment. On a fêté les 10 ans d'Aérobuzz ensemble. Et donc, Les 60 ans de Gilles aussi. Ouais. Oui, alors ça. Pas plus que ça. Je te laisse voir avec lui. Mais voilà, très bon feeling et donc très heureux d'être avec vous. Ouais. Tu es commandant de bord, tu étais le commandant de bord donc des premières démonstrations. Aujourd'hui, tu as changé de rôle, tu es le coach. Alors, le coach, je suis directeur de l'équipe en fait. Directeur de l'équipe. Pour cette année, on a créé ce poste de directeur et donc on a un équipage titulaire dont Gigi est le commandant de bord. En l'occurrence, c'est Gigi le commandant de bord, c'est pas moi. Moi, là, je suis le copilote sur la démo Bourget là. Et donc on a un équipage titulaire composé de Gigi qui est aux commandes et de Manoul qui lui est le copilote titulaire encore une fois. Et on a trois remplaçants dont je fais partie. En fait. C'est pour passer l'expérience. Exactement, c'est pour le tuilage. c'est un tuilage et le transfert de compétences se fait au fur et à mesure. Et donc Gigi est le prochain à rester longtemps dans la démo pour passer son expérience en fait. D'accord. Voilà. Donc combien d'heures de vol de simu pour préparer une démonstration Alors ça dépend, comme je disais tout à l'heure, la démo on capitalise sur ce qu'on fait depuis le début, donc elle est connue, reconnue par les pilotes. Donc soit on intègre quelqu'un à l'équipe, auquel cas on va parler de formation et là il faut le former sur le ruban. On va faire une dizaine de simulateurs avec lui et ensuite dès qu'on sent qu'il est prêt à réaliser la démo en vol, on fait le vol, c'est le vol d'entraînement Une validation. et le vol de validation ensuite en fait. Est arrivé dans le studio, time on target, comme on disait tout à l'heure, pile à l'heure. Le capitaine Butin, Bubu, donc. Bonjour. Présentateur du Rafale Solo Display. Et alors, encore plus pour toi, peut-être, un grand merci d'être venu aujourd'hui parce que toi aussi, c'est ton jour de repos et tu as fait le sacrifice et tu viens nous voir. Ouais, c'est pas un sacrifice. Voilà, C'est un jour ce qu'on voulait entendre. de repos-vol, mais c'est avec plaisir que je suis là. C'est un jour de repos qui était programmé ou c'est dû à la météo? Non, c'est un jour de repos qui est programmé. On a pris le parti de prendre une journée off sur le salon qui est dense pour nous. Et donc pour la sécurité des vols, pour le repos des pilotes, on fait une journée sans vol. Alors en revanche, moi je vole pas, mais le Rafale va voler aujourd'hui parce que Schuss est en train de se préparer pour faire une démo. D'accord. Très bien. Une démo malgré la météo, là, ça passe? La météo est en train de se lever là, et non, il n'y aura pas de souci. Alors nous, on a des minima qui nous permettent d'adapter la démonstration en fonction du plafond, et là, il n'y aura aucun problème.
Les minima sont de combien là, en matière de plafond Alors sur et le de salon du visibilité Bourget, horizontale? ouais, sur le salon du Bourget, les minima c'est 1500 pieds de plafond et 5 kg de visite. D'accord. Et la 400, vous êtes à quel Alors chiffre? nous, il nous faut un petit peu plus haut parce qu'on occupe le volume Bravo, qui est le gros volume du Bourget, et on a une marche à 1500 pieds mini, c'est un plancher pour le coup, donc on est obligé de passer au-dessus. Donc on a demandé 3000 pieds de plafond plutôt. D'accord. Les micros cassés seront facturés. remboursés. Ouais, D'accord, ouais. ok. Ouais, mais celui-là, je crois que On s'arrange après. En fait, c'est là-dessus qu'on fait notre bénéfice en général. Hein. D'accord. Quand vous parlez de fatigue due au salon, vous avez vos vols, donc on sait qu'ils sont exigeants, que ce soit les uns les autres, ça, il n'y a pas de problème. Vous avez énormément de sollicitations en dehors de vos vols, des médias, des représentations. C'est ça qui vous occupe principalement dans le salon. Vous avez le temps d'en profiter comme n'importe quel visiteur lambda. Alors j'aimerais bien en profiter comme n'importe quel visiteur lambda. En revanche, effectivement, nous la principale sollicitation, c'est pas tant le vol, c'est tout ce qui se passe autour du vol, et c'est notre métier d'ambassadeur. Le vol, j'ai envie de dire, c'est 20% du travail. 80% du travail, c'est du média, c'est de la communication. Parce que notre travail, c'est ça, c'est de présenter également l'avion, mais pas seulement, c'est de présenter notre équipe, ce qu'on fait au jour le jour, et d'aller au-devant des gens et des jeunes pour susciter des vocations. Même chose pour vous au niveau Exactement, de la 400M. en fait, c'est le travail de l'ambassadeur de l'armée de l'air, que ce soit le Rafale, la Patrouille de France, la 400, les parachutistes, etc. etc. C'est vraiment de rayonner, de faire rayonner l'armée de l'air, et derrière de générer des vocations, tout simplement. Et pas que des vocations de pilotes, en fait, des vocations de mécaniciens, de communicants, tous les métiers, les 50 métiers qu'on peut avoir dans l'armée de l'air et l'espace. Les 100 métiers de l'armée de l'air. Ouais, tout à fait. Ouais. Et Tout à fait. Gigi, dis-moi, est-ce qu'il faut se battre pour intégrer l'équipe, ou bien sûr c'est basé sur le volontariat? C'est basé sur le volontariat. Et est-ce qu'il faut se battre? Non, pas particulièrement. C'est une image, hein, on est dans la métaphore. Hein. Après, nous, pour rentrer dans l'équipe, il faut au moins être qualifié instructeur. Donc déjà passer les étapes qui sont à chaque fois une remise en question, une difficulté pour nous pilotes pour monter en qualification. Donc arriver déjà au niveau, on va dire, sur la 400 instructeur, et puis ensuite pouvoir faire partie de l'équipe. Ce qui est quand même incroyable aujourd'hui en 2023, c'est qu'on reçoit 3 pilotes de l'armée de l'air sur un plateau, et ces 3 pilotes qui ont l'expérience des OPEX et du combat. Et il y a 40 ans, on était très très loin de ça, quoi. On avait des pilotes qui passaient leur vie en France et puis voilà, qui faisaient du brouettage ou Ouais, mais d'entraînement, avant quoi. d'être pilote de démo, comme tu le dis, en fait, on est pilote opérationnel. Donc on participe pleinement aux opérations, et on fait les deux travails en fait. Et notre travail principal reste l'opérationnel. Et comme vous avez un énorme travail de communication, vous êtes sélectionné en fonction de vos qualités naturelles de communicant, ou c'est quelque chose auquel on vous forme après? C'est quelque chose d'inné? Vous êtes choisi parce que vous êtes Parce que vous ouvert, êtes beau. fringant, Merci Fred. Je prends le compliment aussi. avec les cheveux bien coupés. Donc, vous êtes coaché aussi en termes de communication? Non, je pense que c'est pareil pour Bubu en fait. Quand on va sélectionner les gens pour faire intégrer l'équipe, comme l'a dit Gigi, en fait, il y a un niveau minimum à avoir, c'est d'être instructeur. Ça, c'est pour la partie technique. Après, donc il y a la formation technique, etc. Mais on n'intègre pas les gens que sur leur qualité technique. En fait, c'est comme tu viens de le dire, c'est le relationnel, c'est la communication avec le public, les autorités, etc., etc. Donc, on va aussi regarder ce pan de la personne qui est extrêmement important en fait. D'accord. Et je crois que c'est l'heure de faire tirer la petite question. Déjà on le fait, Oh. je sais pas, non? Tu veux pas Non, le garder ça fait pour un la break. fin, ça? Bon, Bon, si tu veux. Non, Non, mais bon allez, exercice. allez. Allez, on y va. Allez, zou. Allez, Bubu, tu tiens une petite question, voilà. On attend. Je regarde pas. Hein. Non, tu En regardes pas. attendant. Allez, Gigi, une pour toi. Merci. Et hop. C'est une loterie, non, c'est ça? Alors, on ne gagne rien, Ah bon? malheureusement. Mais c'est une question pour essayer de vous faire parler un petit peu. Pourtant, on ne te fera pas payer le micro, par contre. Voilà, si tu Sur les réponds. casquettes. Non, justement, c'est ça qui est bien. Allez, vas-y, alors, Vas-y. raconte-nous ta... Alors. C'est en anglais, je comprends. C'est en anglais? Non. Que pensez-vous des eVTOL? Les avions électriques à Les- décollage vertical. les taxis électriques. les taxis Qui vont être volants. utilisés pour. Voilà. Je sais pas, le truc qu'on Parce- nous vend là depuis quelques années qui sert à rien, qui Donc va coûter un voilà, max. il y a c'est- des gens qui sont dans l'aviation et que ce sujet-là ne touche pas. Bah écoute, c'est une question que je me suis jamais posée, que j'ai absolument pas étudié le sujet, alors pourquoi pas? Si Pourquoi ça pas fonctionne, pourquoi pas? Après, j'imagine que ça va poser quand même pas mal de contraintes en termes d'espace aérien, etc. On est dans le cœur du sujet, effectivement. Donc voilà, j'ai pas réellement d'avis sur la question. Bah voilà, C'est bien, c'est une bonne réponse quand C'est même. vrai c'est une bonne Je m'en réponse. sors plutôt bien alors. On la remet dans le chapeau.
Attends, je vais mettre un point. Non. Alors Gigi, c'est toi, tu as Pour quoi pas laisser Et faire moi, les ma autres. question, c'est le meilleur avion du monde. Attention à ce Alors- que tu réponds. Alors Ouais. ça, c'est une question piège. Pas le droit de Alors- citer l'avion sur lequel tu voles, hein, c'est Voilà. facile. C'est vrai. Ouais. Non, moi, c'est plutôt le meilleur avion pour moi, dans mon cœur. C'est le premier avion sur lequel j'ai fait mon premier vol avec mon père à l'époque, quand j'avais 15 ans. Il m'avait emmené sur un Cap 10 bois. Bon choix. Et pour moi, c'est le meilleur avion du monde. C'est là D'accord. où j'ai mes plus beaux souvenirs. Très belle réponse. Très bonne. Alors moi Et la toi, question Bubu c'est avez-vous regretté une fois d'avoir pris l'avion? Elle est bien celle-là. Hein. C'est pas mal hein. Il y a les psys de l'armée de l'air T'as qui pas le droit de t'écoutent dire, là, on a donc. 400. Ouais, t'as pas le droit de dire un vol à 400, s'il te plaît. Voilà. C'est gênant. Ben non, j'ai jamais regretté d'avoir pris un avion, n'importe lequel. Non, à chaque fois que je monte dans un avion, dans un planeur, dans tout ce qui vole, moi je prends énormément de plaisir. Et il n'y a pas une seule fois où je me suis dit, bouf. Même pas un moniteur un petit peu désagréable. Non, ça n'existe Non. plus ça dans l'armée de l'air. Non, ça n'existe plus. Mm. Et puis non, mais même ces vols-là, on apprend toujours en fait. Et non, c'est pas. Moi, en tout cas, j'ai pas de vol où je me suis dit aujourd'hui, j'ai pas pris de plaisir. On s'était croisés quand tu étais au Cartouche Doré, je crois. Oui. Qu'est-ce que tu gardes de cette période comme souvenir parce que tu étais instructeur donc à Cognac en même temps sur Epsilon. Quel souvenir on garde de cette période Ah bah moi, j'en garde moniteur, un hein. souvenir formidable. Il faut savoir donc au Cartouche du Reste, c'était maintenant il y a un peu plus de 10 ans, une douzaine d'années, et on a la chance, enfin l'armée de l'air nous a laissé la chance à cette période-là de nous faire confiance parce qu'on était 5 jeunes sous-chefs de patrouille, hein, donc c'est une qualification intermédiaire. On était encore jeunes, fraîchement sortis d'escadron de chasse, et on nous donnait la confiance pour nous prêter 4 avions et partir faire des meetings dans toute la France et l'Europe. Et à l'époque, j'avais pas 30 ans encore, et c'était quelque chose de formidable parce qu'on partait avec notre petite équipe, encore une fois avec une grande responsabilité parce que il fallait à la fois donc gérer l'équipe, gérer les démonstrations, mais on était en autonomie. Et moi, j'en garde un souvenir formidable. C'était une bande de copains, et je crois que c'est la clé en fait. On parlait tout à l'heure de recrutement entre nous, comment on choisit les ambassadeurs. Je pense que vraiment la clé de la réussite, c'est l'alchimie qu'on peut avoir dans une équipe, et c'est ça qui fait le succès des missions. Mais c'est exactement ce qui se passe également en escadron de chasse. C'est vraiment, on appelle ça la meute en escadron de chasse, et c'est vraiment sur ça qui est la clé de la réussite. On a une question sur le chat assez intéressante. Alors, de 1, 2, 3, Lollipop. Question, alors pourquoi la 400M justement? Qu'est-ce qui les attire dedans et pourquoi pas justement le Rafale? Et puis l'inverse pour le pilote de Rafale. Alors il faut préciser que les pilotes de l'armée de l'air sont orientés vers le transport ou vers la chasse en fonction de la sélection initiale. Donc c'est pas... et de leurs envies aussi. Et alors, il y a aussi leurs envies. Alors, Bien sûr. bon, autant les pilotes de chasse, on ne leur pose jamais la question puisque les gens s'engagent dans l'armée de l'air pour devenir pilote de chasse, mais il y a des pilotes qui s'engagent pour devenir pilote de transport. C'est votre cas? Ou d'hélicoptère. Ou Hein. d'hélicoptère, Ouais, c'est mon effectivement. cas. Ouais. Moi, c'est venu. J'ai fait mon premier vol en Transal, j'avais 5 ans. Oula. Donc voilà, c'est resté dans ma tête, et donc voilà, j'ai voulu devenir pilote de transport, et puis ça correspond aussi à mon caractère, ma personnalité, c'est que j'adore travailler en équipe, enfin dans des équipages qui sont plus importants que les équipages de chasse, où ils sont 1 voire 2. Nous on est tout de suite 4, 5 dans l'avion, donc c'est travailler avec cette équipe. Enfin moi j'adore la relation humaine, donc c'est vraiment ce qui me correspond à tout point. C'est vraiment mon envie, quoi, tout simplement. Et Gigi? Moi, je suis rentré dans l'armée de l'air pour pouvoir faire l'aviation de chasse aussi. Et c'était une motivation, bon, généralement dans le cursus, ce qu'on appelle EOPN, et là officier du personnel navigant. On est souvent tous un peu motivés pour faire avion de chasse. Et après, le cursus, la formation m'a plutôt orienté vers le transport, et j'en suis pas du tout déçu, au contraire, quoi, je suis très content. Combien d'heures sur la 400M maintenant? Là, j'en ai 2700. Et 3000 heures en tout avec la formation. Ça vole beaucoup. Les écrans sont plus gros dans la 400 aussi, c'est bien ça. Ils sont- Ouais, c'est mieux. Mais 2700 heures de vol sur la 400, c'est énorme. Ouais, c'est pour un avion qui est entré en service. Il est entré en service en quelle année la 400? 2013 dans l'armée de l'air. 2013, ouais, donc Donc, il y a 10 ans. Ouais, tout à fait. Moi, je suis rentré en 2016. Enfin, je suis arrivé en 2016 sur A400M. Et depuis, on fait à peu près 300 heures, entre 300 et D'accord. 400 heures par an. Tu as fait du Transal avant ou direct Non, à bord moi, c'est ce qu'on Xingu appelle et A400? ouais, c'est ce qu'on appelle bébé A400M. Je suis un Bébé, bébé ah, ouais, A400M. d'accord. Voilà.
Voilà. Donc je fais un bébé Transal avant que tu me poses la question. Bébé Transal. Pas Transal ou A400M, mais le premier chasseur, c'était le Rafale aussi direct. Non, moi c'est le Mirage FACR. Ah, ça j'ai va, fait... Non, moi j'étais au 1.33 au Belfort. Pas rigoler avec ça. Non, pardon. Je m'excuse. Je suis vraiment désolé, ça m'a échappé. Oh là, question. Alors celle-là va être difficile à répondre, mais avez-vous déjà été impliqué dans un dogfight contre un ennemi réel lors de vos missions? Je pense que la réponse, c'est pour Bubu. Est-ce que croisé un MiG un jour? J'en ai croisé, mais pas en dogfight. On en croisait sur les théâtres d'opération, effectivement, au sein d'une coalition à l'époque. Mais non, j'ai jamais fait de dogfight contre des MiG. Ennemi. Mais en DCAT, enfin en entraînement. En entraînement. Alors en entraînement, oui, contre du Sukhoi 30 indien, là, sur un exercice qui se déroule aux Émirats Arabes Unis. On a eu la chance de participer à cet exercice avec les Indiens qui étaient venus avec leur Sukhoi 30, qui est une machine extraordinaire, énorme. Et on a eu la chance de pouvoir faire quelques combats avec eux. Voilà, je ne donnerai pas le résultat. C'est un avion qui est impressionnant parce qu'il est toujours en lice en fait. Il emporte tellement de carburant en interne qu'il n'a pas besoin de. Je crois qu'il ne peut même pas prendre de carburant en externe. Il n'a pas les points humides et on le voit jamais avec des réservoirs extérieurs cet avion. Mais ça fait une belle cible quand même les gros avions. Alors c'est vrai que ça manœuvre bien, mais c'est quand même ça pas avec des avantages. Ça manœuvre très bien, oui. Ouais. Avec les tuyères vectorielles en plus. Ouais. Et donc ça pique. Et le viseur de casque aussi, ils ont le viseur de casque. Ils ont énormément d'équipements. Alors c'est nous toute la difficulté, c'est d'essayer de trouver justement la faille dans la tactique pour essayer de se placer derrière et puis de gagner le combat. Est-ce que vous faites des entraînements je sais que ça se faisait à une époque avec les transos, mais est-ce que vous vous entraînez entre avions de chasse et avions de transport pour apprendre aux uns et aux autres à manœuvrer, à s'échapper Alors oui, on a des exercices annuels, ce qu'on appelle les exercices Volfa dans l'armée de l'air, qui nous permettent justement de mutualiser les moyens et de faire des exercices communs et de travailler et d'échanger énormément entre nos deux façons de travailler. Un peu plus bas, on me fait des signes discrets. J'ai fini par comprendre. Je croyais qu'il fallait que j'ouvre un truc. Là. C'est bon, on y est. Et donc sur ces exercices-là, on travaille ensemble. Alors la mission principale, en général, ce qu'on fait, c'est que les chasseurs protègent l'avion de transport, qui lui a une mission, il rentre dans les lignes pour faire. Souvent, c'est pour parachuter des troupes, un largage, des choses comme ça, voilà. Et nous, notre mission, donc justement, c'est de les protéger. Donc il y a une coordination et un dialogue qui doit s'instaurer entre eux et nous, pour qu'à la fois nous on leur donne les bonnes informations et on puisse éventuellement leur donner un guidage pour éviter les appareils ennemis. D'accord. Donc ce sont des pilotes, des équipages totalement ops. Et du côté de la 400, vous apprenez à manœuvrer aussi pour éviter les chasseurs. Exactement, oui, tout à fait. Donc en fait, on met en place des tactiques avec ce qu'on appelle notre protection, donc notre pro dans le langage courant chez nous. Et après, oui, on met en place des tactiques en fonction de la distance du chasseur ennemi, du type de missile qu'il a, etc., etc. Donc on va faire des premières évasives pour pas trop se rapprocher du chasseur. À la fin, ça peut se terminer si jamais le chasseur, notre protection n'a pas réussi à gérer le chasseur, ça peut se terminer en. Alors pour le coup, c'est pas du dogfight pour nous, mais on va essayer de retarder au maximum et rentrer en combat à vue, entre guillemets, même si on reste un avion de transport, mais on va essayer de gagner un petit peu de temps pour qu'il y ait d'autres chasseurs amis qui viennent s'occuper de la personne qui nous embête à ce moment-là. Moi j'ai une question pour toi, Gigi. Là, je reviens un petit peu en arrière. Quand on quitte Avor et qu'on a fait du Xinglu et qu'on passe sur la 400, je pense que tu commences par pas mal de simulateurs. Ouais. Ça fait quand même un saut extraordinaire. On a 3 mois de simulateur de qualification de type, parce qu'on appelle ça comme ça, une QT. Donc ça dure à peu près 3 mois, que du simulateur. Et ce qui est fascinant, c'est que le simulateur est tellement bien fait que le jour où on arrive pour notre premier vol sur A400M, c'est comme si on était encore dans le simulateur. Donc en fait, tout ce qu'on apprend, c'est hyper efficace pour qu'une fois en vol, tout soit naturel. D'accord. Je voudrais revenir, moi, sur le fait qu'on est au Salon du Bourget. On va revenir à votre spécificité de démo. On est au Salon du Bourget. C'est un salon qui est très contraint en termes de volume. Comment vous gérez ça en amont? Est-ce que vous faites une préparation spéciale pour vos démos pour le Salon du Bourget, que ce soit la 400M ou le Rafale? Parce que j'imagine que vous avez les contraintes à peu près les mêmes. Comment ça se passe? Comment on anticipe le Salon du Bourget?
Pour notre part, nous, toutes nos préparations de meeting se fait au simu. Donc après, avec les informations du meeting sur les volumes, les zones à éviter ou les temps limites de démo, on travaille avec ça et on va tester tout simplement le ruban qu'on veut proposer pour le meeting, voir si déjà dans sa partie initiale, est-ce que ça passe ou est-ce qu'on a des ajustements à faire. Et donc ensuite on va calibrer cette démo. Là ici par exemple, on a beaucoup de limites en termes de plancher, donc de 1000 pieds jusqu'à 1500 pieds quand on s'éloigne un peu plus. Et pour exemple, notre démo, généralement on la fait plutôt aux alentours des 300 pieds. Et en termes de temps, elle dure 15 minutes à l'original. Et là ici, elle doit durer 9 minutes. Donc voilà, c'est des petits ajustements qu'on s'oblige à faire tout en respectant les volumes. Et j'imagine que sur Rafale, c'est pareil, c'est pas la démonstration habituelle, elle est adaptée au salon. Alors pas tant que ça, c'est quasiment ma démo officielle. C'est les seules adaptations que je fais, c'est vraiment à la marge sur des trajectoires, notamment au nord avec Charles de Gaulle, qui est vraiment pas très loin. Et en termes de préparation, nous c'est sensiblement pareil. Alors j'ai la chance de bénéficier du rétex, c'est-à-dire du retour d'expérience des précédents pilotes, Marty, Babouk, qui eux ont fait le Bourget, qui nous ont déjà conseillé sur la façon de faire ici. Ensuite, on reçoit la documentation et les zones bien en amont. On fait une petite préparation. Moi, je me suis entraîné un petit peu au simu. On a la chance d'avoir un simulateur à Saint-Dizier qui reproduit en photoréalisme très bien l'environnement du Bourget. Voilà, donc moi, j'ai tous mes repères déjà au simu. Et ça m'a permis déjà, dans l'œil, de pouvoir appréhender déjà tous les repères de la zone. Et ensuite, donc, on a les 2 vols de validation qui nous servent de vol d'entraînement également pour affiner. Et puis corriger à la marge. Mais en tout cas, ici, c'est quasiment ma démonstration habituelle à quelques figures près. 2 vols de démonstration, ça veut dire quoi? Tu as le premier, et si ça ne marche pas très bien, s'il y a des choses à corriger, tu as le deuxième, ou c'est systématiquement les 2? Alors, c'est un vol de validation obligatoire. Et si ça ne se passe pas bien, il faut on peut en faire plusieurs. Moi, le premier, j'ai la chance, c'est très bien passé. Mais j'ai quand même demandé à faire un 2e vol d'entraînement pour être vraiment prêt le jour J et de ne plus avoir de questions existentielles pendant la démo et que ça se passe bien. Pareil pour vous, un vol Oui, de vol pareil, un vol de validation qui s'est également bien passé. On n'avait pas eu besoin d'en faire un deuxième. Le deuxième, en fait, on l'a fait pour s'entraîner au largage des paras, parce que l'espace aérien est quand même assez contraint avec la proximité de Gaulle là. Donc ça a permis de driller les procédures avec le contrôle aérien et comme ça, pour demain, on est prêt. Ah, c'est pour demain le largage des paras. Ouais, tout à fait. Le plus gros obstacle pour vous, c'est vraiment le volume. Si on vous fait refaire une démonstration, c'est parce que vous avez emplafonné un peu le volume et vous êtes sorti du cadre ou... Oui, c'est ça. En fait, c'est le volume. Faut s'imaginer une grande boîte, autant en latéral qu'en vertical. Donc on a des marches également dans cette boîte. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où c'est 1000 pieds, des endroits où c'est 1500 pieds. Et donc voilà, il faut composer avec ça. Et si jamais, donc il faut savoir qu'on est traqué au radar pendant toute notre démonstration. Donc on est vraiment surveillé. Et à l'issue de notre démonstration, on récupère la feuille. Et on voit les endroits. Alors quand notre trajectoire est verte, c'est que tout va bien. Quand elle commence à passer jaune, c'est que c'est un peu moins bien. Et quand c'est rouge, c'est que là, il faut changer les choses. Merci beaucoup pour ces informations. Alors on me fait signe qu'effectivement le plateau suivant est en train de se préparer. Donc on va. En parlant de rouge, c'est le feu rouge. C'est le feu rouge, voilà, exactement. Oui, c'est passé un peu trop vite là. On revient quand? Alors, vous revenez quand vous voulez, les enfants. Et alors, avec les cadeaux, hein. Ouais, oui, d'accord. Surtout pas oublier que Jump Seat, c'est pas seulement au Bourget, c'est effectivement le reste de l'année depuis nos studios de Lyon. On a déjà reçu un pilote Tator. C'était Marty. C'était Marty. Nos studios, c'est un peu ambitieux, c'est notre studio. Notre studio. Ouais. Et vous êtes welcome quand vous voulez pour venir nous raconter en longueur tout ça, puisqu'on est vraiment preneur de discuter, de continuer à discuter avec vous. C'est quand vous voulez. Allez, on va tous au resto, on vous invite. Attention, alors, je fais des photocopies et c'est pour les pour préparer pour les autres. Mais il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas. C'est que c'est pour le Bourget. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. On laisse la place alors à Ola, Thierry Dubois et Fabrice, The Dream Team. Donc maintenant, on va parler aviation durable avec Chris Desseur, qui est représentant de chez Thales.
plutôt spécialisé avionique, hein, je me trompe. On en reparlera, on détaillera un peu plus tout à l'heure. Et puis on attend un deuxième invité de chez Total Energy pour parler davantage des biofuels, les biocarburants. Donc Thierry, je te laisse la main. Avec plaisir. Bonjour Fabrice. Bonjour Thierry. On dirait en direct. Bonjour Chris. On va parler d'optimisation des vols. On va expliquer de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça veut dire optimiser un vol dans le cadre d'une aviation plus durable? On va déjà se poser cette question. Oui. Le chat de vos questions sont les bienvenus, bien sûr. Alors, excellente question, parce que c'est vrai que pendant longtemps, on a optimisé l'aviation civile, à la fois pour garantir la ponctualité des vols, pour assurer une certaine capacité, parce qu'on avait un trafic qui était et qui est croissant dans notre ciel. Mais quand on parle d'aviation durable, on va parler d'optimisation de la réduction des effets de nos avions civils sur le climat. Et on va avoir deux familles d'effets. Les effets directement liés au CO2, qui sont en fait totalement proportionnels à la consommation du carburant des aéronefs. Et les effets qu'on va appeler non CO2. Donc ce sont d'autres espèces qui sont émises par nos avions. Alors ça peut être toujours par la combustion du carburant, les oxydes d'azote par exemple, qui vont avoir en moyenne un effet réchauffant aussi sur le climat. Et puis un phénomène dont on reparlera je pense après, qui s'appelle les traînées de condensation persistantes. Et j'insiste sur le côté persistant, c'est-à-dire qu'on a ces traînées qui sont derrière l'avion, c'est des cristaux de glace qui vont s'amalgamer avec de la suie, qui peuvent générer derrière, si elles persistent, des cirrus qui vont rester dans notre ciel. Et s'ils restent, notamment pendant la nuit, ils vont empêcher le refroidissement naturel de la Terre. Et donc en fait, quand on parle d'optimisation d'un point de vue environnemental ou climatique plus précisément, on va parler de ces effets, de chasser ces effets CO2 en réduisant la consommation de carburant, et les effets non CO2 en ayant des trajectoires plus efficaces, plus courtes, moins consommatrices d'énergie, mais aussi en essayant d'éviter ces phénomènes météo très particuliers. D'accord, donc effet CO2 et non CO2, on est toujours bien dans l'impact climatique. Tout à fait. Très bien. Ces traînées de condensation, donc effectivement, qui sont le cœur du sujet, hein, c'est ça. C'est un nouveau grand challenge pour nous, en fait, parce que pendant longtemps, réduire le CO2, c'est quelque chose qu'on faisait assez naturellement avec les compagnies aériennes. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est lié à la consommation de carburant. Donc réduire le CO2, c'est réduire la consommation de carburant, c'est avoir des opérations qui coûtent moins cher. Donc en fait, ça fait longtemps qu'on fait ça, et que ce soit dans les opérations aériennes, dans les systèmes avioniques, au niveau du trafic aérien, on y est plutôt sensibilisé. Voler plus court et avec moins d'énergie, c'est toujours bénéfique aussi d'un point de vue économique. Sur les effets non CO2, ils sont un peu plus complexes, et puis d'un point de vue scientifique, on a eu énormément de progrès ces 20 dernières années. Donc c'est aussi pour ça que ce sujet revient sur le devant de la scène. Voilà, alors, arrêtez-moi si je dis une bêtise, c'est traînées de condensation, donc qu'on voit derrière un avion, c'est très caractéristique, ces traînées blanches. On s'est longtemps posé la question, puisqu'elles ont à la fois un effet refroidissant et un effet réchauffant, on s'est longtemps posé la question de savoir lequel était prédominant. On a fini par conclure. Oui, aujourd'hui, on a quand même, malgré les incertitudes qui subsistent, on a en effet on a des études régulièrement, notamment publiées par l'Université de Manchester et le professeur David Lee, qui est en général la publication de référence qu'on utilise, où depuis 2018, 2019, 2020, etc. David Lee, ça s'écrit L2E. Hein, c'est L2E, ça. Ouais, effectivement, publication de référence. On a des publications qui sont mises à jour avec un consortium de chercheurs et qui montrent qu'en moyenne, sur le globe, les effets sont essentiellement réchauffants, même si effectivement on a des phénomènes refroidissants, en particulier quand les traînées de condensation sont générées en pleine journée, en général, si je fais de façon caricaturale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme de formation ? Donc tout à l'heure, vous avez parlé de cristaux qui s'accumulent autour, qui s'agglomèrent, s'accumulent autour de suie. Je vais faire de la vulgarisation parce volontiers. que je ne suis pas non plus volontiers. Spécialiste en chimie de l'atmosphère, donc on pourra voir s'il y a des questions, donner quelques références ensuite ou des noms de laboratoires aussi où trouver des publications de référence. Parce que voilà, moi je travaille sur ce sujet pour un industriel, Thales, mais le but c'est qu'on collabore avec des chercheurs aussi, des académiques prestigieux, que ce soit le DLR en Allemagne, l'ONERA en France, la chaire Climaviation aussi, qui a été lancée par la DGAC en France, ou encore l'Imperial College en Grande-Bretagne. Et c'est avec ces chercheurs-là que nous travaillons pour apprendre à nous approprier leurs travaux. Donc encore une fois, voilà, c'est pour mettre les recommandations qui vont avec ce type de sujet-là. Mais si on doit vulgariser, c'est vrai que donc on a des cristaux de glace qui sont libérés en sortie des réacteurs de nos avions dans des altitudes particulières, dans des conditions météo particulières. Et j'insiste bien là-dessus, c'est qu'en fait, ce ne sont pas tous les vols qui font des traînées de condensation persistantes. Il va falloir que cet avion il se trouve à une certaine altitude et avec des conditions de température et d'humidité relative spécifiques qui vont faire que nos cristaux de glace, qui vont rencontrer de la suie, vont se mettre autour de ces la suie, donc les suies, ce sont des résidus de la combustion du carburant.
Tout à fait. Et donc, cette glace et cette suie peuvent commencer à faire des agglomérats qui, dans les conditions de température et d'humidité, vont survivre plus longtemps qu'à l'accoutumée et vont, par réaction chimique, constituer des nuages. Donc, 90% du temps, voire plus, ça disparaît au bout de quelques minutes, hein, on le voit tous, on l'a tous observé. Mais on a tous observé aussi des matins ou en fin de journée où un avion passe et puis une demi-heure après, 1 heure après, la traînée est toujours là et elle s'est étendue, elle a grandi, elle s'est déplacée avec les vents. Et c'est celles-là en fait qui vont nous intéresser, c'est celles qui vont persister. Et est-ce que ces traînées ont un effet réchauffant aussi important que celui du CO2, plus important ? Alors, si je reprends encore la publication de David Lee, sur laquelle je vais pas mal me référer, hein, mais on a plusieurs autres instituts de recherche qui convergent vers les mêmes ordres de grandeur. On a sur l'impact de l'aviation sur le climat à 100 ans, parce qu'il nous faut bien une échelle de temps aussi sur laquelle comparer des espèces qui n'ont pas les mêmes durées de vie. Encore une fois, quand on dit espèces, ce sont des espèces chimiques, ouais, hein, c'est ça. Ouais. Par exemple, le CO2, on sait qu'il va rester dans notre atmosphère plusieurs centaines d'années. Les NOx ont une autre durée de vie, le méthane aussi. Et les traînées de condensation, par contre, elles durent quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. Donc il nous fallait une échelle. Donc si je vous partage les chiffres qui sont dans une unité particulière qui s'appelle le GWP100 pour Global Warming Potential à 100 ans. Donc c'est le potentiel de réchauffement global à 100 ans, ce qui nous donne une échelle de comparaison. On peut avoir d'autres unités en fonction de ce qu'on va chercher à faire. Mais cette unité est pratique parce que celle qui est largement utilisée dans les autres industries aussi pour faire leur pilotage de leur empreinte carbone. Ça nous donne au moins des ordres de grandeur, des capacités à comparer. Et bien en fait, les effets non CO2 représentent à peu près 50% des effets sur le climat de l'aviation. Donc 50% CO2, 50% non CO2. Et donc dans ce non CO2, je vais retrouver mes oxydes d'azote, une partie de ces 50%, beaucoup mes traînées de condensation persistantes, réchauffantes, et un petit peu d'effets liés notamment de la vapeur d'eau par exemple. Les oxydes d'azote, on en parlait beaucoup à un moment où on les percevait uniquement comme un polluant au sens direct, polluant notamment autour des aéroports. Et donc là, on se rend compte que ça a aussi un effet sur le climat. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a plutôt traité les oxydes d'azote, leurs effets dans les altitudes plus basses, effectivement pour les riverains. En fait, c'était vraiment un problème de santé publique. C'était comment éviter de créer des problèmes de santé publique à proximité des aéroports ou au-dessus des villes. Il s'avère qu'effectivement, en faisant des analyses dédié au réchauffement climatique, on a bien vu que c'était un contributeur au réchauffement climatique non négligeable, et puis de façon plutôt égale à travers le monde, comme le CO2 en fait. Là où, encore une fois, mes traînées de condensation sont très variables en fonction des latitudes auxquelles je vais opérer. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans les effets qu'on va chercher à adresser. Le CO2 et les NOx, on peut avoir des politiques qui sont globalement les mêmes un peu partout dans le monde. C'est réduire la consommation de carburant. Hein. Sur les traînées de condensation persistantes, on va fortement dépendre de là où on opère, quel jour, quelle saison. Est-ce qu'on opère le jour ou la nuit? Donc il y a pas mal de paramètres à prendre en considération pour bien les anticiper, bien les détecter et, si possible, bien les éviter. Alors justement, vous parlez d'anticipation, ça a l'air vraiment compliqué, ça a l'air d'un vrai casse-tête si ça dépend d'autant de paramètres. Est-ce qu'on peut, avant un vol, est-ce que le pilote peut dire voyons, je peux aller du point A au point B en prenant cette trajectoire et je vais créer une quantité X de traînées de condensation persistantes. Tiens, si je passais par un itinéraire un petit peu différent, je pourrais en créer moins. Est-ce que ça, on peut le déterminer avant le vol? Alors, on le détermine de mieux en mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette prévision, c'est comme toute prévision météorologique. Elle s'appuie sur des données, des mesures que l'on prend dans l'atmosphère, auxquelles on va appliquer des modèles qui vont nous permettre de faire ces prévisions météorologiques, comme la météo qu'on a pour savoir s'il va faire beau demain ou pas. Hein. Sur nos traînées de condensation, ce qui est particulier, c'est que je citais deux éléments. La température que l'on va rencontrer en haute atmosphère, parce qu'on opère très haut, et l'humidité relative en haute atmosphère. La température, on a a priori plutôt des bonnes mesures. On a toujours eu besoin. Cette humidité relative, par contre, qui nous intéresse pour savoir s'il y aura des traînées de condensation persistantes ou pas, mais en fait, c'est un paramètre qui nous intéressait assez peu, aussi bien pour les prévisions météorologiques que pour l'industrie jusqu'à présent. Donc on n'avait pas des instruments de mesure extraordinaires pour faire ça. On faisait des mesures ponctuelles, ça nous permettait d'avoir des tendances, et ça suffisait pour le besoin qu'on avait dans la communauté scientifique et météorologique. Maintenant, pour notre cas aéronautique, il nous faudrait ces données-là tout le temps, avec un haut niveau de précision pour faire des bonnes prédictions. Donc on a pas mal d'offices de météorologie, hein. Météo France travaille dessus, leurs homologues allemands aussi par exemple, et je vais certainement en oublier en route, pour à la fois avoir des meilleurs instruments de mesure, faire du sampling,
et des meilleurs modèles qui nous permettront de prévoir ces zones sensibles. En fait, on appelle ça des ISSR. Donc, c'est des zones où on va avoir de la supersaturation. Voilà, le 2S, c'est supersaturation de la glace. Et bien, ces modèles, on va pouvoir les mettre au point aussi avec des meilleures mesures. Donc, il y a une amélioration en fait de la mesure. Comment on mesure l'humidité relative à distance? Puisque l'idée, c'est de mesurer l'humidité relative dans l'espace aérien où l'avion va passer, donc très au-dessus de nous. Quels instruments de mesure on utilise? Alors là, je pourrais donner juste quelques éléments de réponse parce que je sors de ma zone de compétence. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on a été capable de faire des senseurs de bonne qualité embarquables sur les avions, par exemple, qui ont la bonne propriété de pouvoir aller chercher ces couches dans l'atmosphère qui nous intéressent. On peut aussi équiper des ballons sondes si on le souhaite. Il y a de l'imagerie satellite qui permet aussi de faire de la mesure, mais avec des précisions variables. L'imagerie satellite, a priori, on pourrait faire progresser la précision. Et puis les ballons sondes, il y a surtout un gros défaut, même si on a un super senseur, c'est qu'on ne peut pas en lancer partout. Donc, vu la précision que l'on voudrait, le maillage que l'on rechercherait pour les opérations aériennes, c'est un outil qui ne suffit pas. Pareil, l'avion qui est équipé, c'est une bonne chose, mais ça veut dire qu'il faut quand même envoyer un aéronef pour faire cette mesure avant que d'autres aéronefs passent dans la même zone dans un laps de temps raisonnable. Donc, il y a des capacités. Ce qu'on a vu aussi avec des chercheurs de Thales il y a plus d'une dizaine d'années, parce que ce sujet, finalement, c'est un sujet qui revient régulièrement, c'est que pour avoir des senseurs très précis, on peut être capable de le faire physiquement, mais par contre, l'empreinte de ce senseur peut être importante, parce qu'il faut pouvoir capter le flux d'air, le traiter, faire le calcul. Là, je sors encore une fois. On parle de senseur sur l'avion, c'est ça? Sur le senseur, et donc il peut être assez volumineux aussi pour avoir les performances recherchées. Donc, on a vraiment un challenge de recherche et de développement pour être capable d'avoir des senseurs au niveau de précision attendu et embarquables éventuellement sur un aéronef si c'est la bonne méthode pour procéder. On ne peut pas imaginer par exemple un senseur embarqué sur un liner commercial, dans une exploitation commerciale, pardon. Parce que actuellement les retours météo même en vol se font par les pilotes et par les instruments de mesure qui sont disponibles à bord. Ça c'est difficilement envisageable dans un avenir proche, je veux dire. Alors ça a déjà été fait. En fait, il y a un programme qui s'appelle le programme IAGOS sur lequel on a embarqué, alors quand je dis on, c'est la communauté scientifique, a embarqué des senseurs sur des A330 essentiellement et peut-être quelques Boeing. Il y a quelques dizaines d'avions qui sont équipés et qui ont permis d'aller mesurer ces informations-là avec les meilleurs capteurs du moment sur des avions de ligne. D'accord. Et qui a permis surtout, en fait, l'ambition était de donner des données de qualité à la communauté scientifique. Donc ça, c'est super parce que ça nous donne des données de référence sur lesquelles on peut tester nos modèles, voir si ça répond bien à des données réelles. Des données en exploitation réelle aussi. Et en exploitation réelle. Par contre, ça n'a pas été fait à l'échelle. Donc c'est très très bien pour des travaux de recherche, faire des cas d'études. Par contre, si on voulait généraliser ça tous les jours, 24 heures sur 24, il faudrait équiper beaucoup plus d'avions. Mais c'est un sujet qui est ouvert en termes de R&D. Merci, on accueille notre deuxième invité. Prenez place, je vous en prie. Bonjour. Vous êtes bien monsieur Florent Picard. Bonjour Florent. Thierry, Fabrice, Chris. Enchanté. Et vous représentez, Florent Picard, vous représentez Total Energy. Vous êtes le responsable programme biocarburant, on peut le dire comme ça? Je suis en charge de la coordination d'activités R&D pour les carburants aviation. Coordination R&D pour les activités des biocarburants. Très bien, merci, bienvenue. Bonjour, bonjour. Oui, les viewers, réagissez, posez des questions, elles sont les bienvenues. Avant de nous replonger dans les traînées de condensation et les vols optimisés, je me tourne vers vous, Florent. Pouvez-vous nous décrire en quoi consiste votre métier et en particulier quelles sont les pistes prometteuses, s'il y en a, vu de chez Total Energy en matière de carburant durable? Alors notre métier, donc moi je travaille dans le cadre de la R&D Total Energy. Et notre métier dans le cadre des carburants aviation, c'est d'accompagner le développement des carburants aviation, de trouver des formulations, mais également des procédés pour produire ces carburants aviation renouvelables, de façon à pouvoir maximiser les productions, maximiser la flexibilité sur les types de charges qu'on va pouvoir traiter, notamment essayer d'avoir le plus de flexibilité par rapport aux produits qu'on veut traiter et transformer en carburant aviation, puisqu'on cherche principalement à valoriser des déchets dans le cadre de l'économie circulaire, et valoriser ces déchets, les transformer en carburant compatible avec les avions. Donc voilà, c'est une activité qui démarre finalement, parce qu'il y a déjà de la production, mais qui a une échelle relativement faible par rapport aux volumes qui sont attendus, et surtout aux volumes qui sont attendus à horizon 2050,
puisque pour décarboner le secteur de l'aviation, il y a une ambition progressivement de remplacer le carburant aviation fossile par des carburants aviation renouvelables. Alors d'ailleurs, chez vous, en interne, chez Total, ces carburants d'aviation durable, renouvelables, comment vous les appelez chez vous? Alors moi j'ai tendance à dire les SAF parce que c'est l'acronyme anglais ou franglais. Comment vous les appelez chez vous? C'est les SAF. Vous dites les SAF. Alors après, la partie, alors si on va être un peu plus précis, la partie renouvelable du carburant s'appelle plutôt la SBC, Synthetic Based Component. Et c'est ce qu'on va mélanger avec le jet pour faire ce qu'on appelle avec le kérosène. Avec le kérosène, voilà, pour faire le mélange s'appelle, qui est le mélange entre le SAF et le kérosène. Mais effectivement, on parle de SAF, Alors, ou de carburant aviation durable. Alors on parle de mélange, notion importante en matière de carburant durable. D'une part, parce qu'il y a une limite réglementaire à l'incorporation de ces carburants dans les carburants aviation. D'autre part, on y viendra tout à l'heure parce qu'on n'arrive pas à en produire autant qu'on voudrait, en tout cas pas pour l'instant. Donc on parle pour l'instant, sauf dans de très rares cas d'expérimentation, on ne parle pas d'avions qui volent avec 100% de carburant durable. On parle de maximum de 50%. Réglementairement aujourd'hui, le maximum c'est 50%, c'est ça? C'est ça. Au niveau de la réglementation, tout ça c'est contrôlé, il y a des normes internationales, notamment la STM qui certifie tous les procédés de production de SAF. La STM, c'est un organisme international, c'est ça qui certifie, américain, ouais. Tout à fait. Et donc la limite d'incorporation est de 50%. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de faire du 50% avec tous les SAF. Certains SAF ne permettent pas d'aller jusqu'à 50%, parce qu'en fait, il y a des spécifications pour le SAF en lui-même et des spécifications pour le mélange. Donc il faut respecter les spécifications également pour le mélange, et dans certains cas, on peut être limité en fonction de la qualité du SAF à moins de 50%. C'est en termes de production. Ah pardon, non, je reviens sur la question réglementaire. Oui. Qu'est-ce qui fait la limite alors technique pour le coup? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas très rarement voler avec 100% de SAF? Est-ce que les moteurs ne le supporteraient pas, on peut le dire comme ça? Alors, c'est un problème de compatibilité avec non seulement les moteurs, mais également tous les systèmes carburants. Alors là, moi, je ne suis pas avionneur, donc j'aurai moins de détails que constructeur, mais globalement, c'est des problèmes de compatibilité de matériaux, qui font que les SAF tels qu'on les produit actuellement sont des SAF qu'on a dit paraphiniques, qui contiennent essentiellement des chaînes linéaires hydrogénées. Et ces SAF-là ne peuvent pas être utilisés à 100%, justement parce qu'ils sont purement paraphiniques, alors que dans les carburants aviation actuels qu'on produit à partir du fossile, on a des mélanges de plusieurs types de molécules, des paraffines, des aromatiques, des naphthènes, et c'est cette complexité-là qui donne les propriétés du carburant actuel qu'on n'arrive pas tout à fait à reproduire pour pouvoir les utiliser purs actuellement. Alors il est question notamment de certaines pièces, des joints dans les moteurs qui supportent très bien les carburants fossiles et dont on doit encore s'assurer qu'ils supportent les carburants durables. Tout à fait, oui. Il y a une certaine catégorie de joints qui est moins adaptée aux carburants paraphiniques. Alors, j'ai une question, pardon Thierry. Vas-y. Sur cette partie un peu motorisation, est-ce que, avec la réponse que vous venez de nous faire, est-ce que ce sont aux motoristes d'adapter leur système, ou est-ce qu'on peut adapter le SAF dans une certaine limite, évidemment, pour justement avoir un minimum de pièces à changer pour qu'il soit 100% compatible? Il y a probablement un peu des deux. Ce qui est fait actuellement, c'est plutôt les avionneurs qui cherchent à adapter leurs avions, parce que les SAF tels qu'ils sont produits actuellement et qui sont commercialisés sur le marché vont être des SAF plutôt paraphiniques. Mais si on veut aller au-delà des 50%, effectivement, il y a cette question qui reste encore ouverte. Est-ce qu'il faut adapter, est-ce qu'il faut trouver d'autres bases qui permettent de rendre compatible le carburant et pouvoir augmenter les taux d'incorporation? D'accord, on est encore dans cette phase c'est encore une phase qui est en cours de développement. Oui. Et au niveau de la STM, justement, qui certifie les voies de production de SAF, il y a actuellement plusieurs voies qui permettraient de produire des molécules pour rendre des SAF compatibles avec un taux d'incorporation supérieur à 50%. Alors, il y a une question du chat. Est-ce que ça fait une différence au niveau du pilotage, le SAF? Alors là, je ne peux pas répondre, parce que je n'ai jamais piloté. C'est un élément, moi j'ai entendu un élément, mais je ne ferai que le rapporter. Vous avez un élément de réponse peut-être? Non, après, sur le pilotage, non, pas d'élément. Ce que j'ai déjà entendu dire plusieurs fois, c'est que le pilote doit considérer que le SAF, c'est du carburant certifié, point. Ou que le mélange qui est proposé par le fournisseur, il a été certifié et il n'a absolument rien à... Oui. Il n'y a absolument aucun changement à opérer. Juste un petit... Effectivement, moi j'avais compris la question en SAF pur.
En mélange, effectivement, il n'y a aucune différence. Il est complètement drop-in et il est utilisé comme le carburant conventionnel. D'autant plus qu'en plus, souvent, le SAF est livré dans les cuves des aéroports. Oui, un pilote fait le plein sans savoir s'il a du SAF ou pas dans les réservoirs. Parlez un peu plus près du micro. Pardon, oui, s'il vous plaît. Je posais la question, mais c'est vrai que je pense que les SAF sont livrés dans les aéroports, dans les cuves, et après, un pilote va faire le plein avec du carburant, qu'il soit mélangé ou pas, en fait. C'est l'aéroport qui gère l'approvisionnement. Je pense que in fine, alors là, le chat, si vous avez des éléments, je pense que in fine, le pilote décide quel carburant il met dans son avion. Je pense qu'il est censé savoir s'il y a du SAF ou pas. Mais alors pour l'aviation d'affaires, ça j'en suis sûr. Pour l'aviation commerciale, si le chat a des éléments, ça m'intéresse. La zone aéro nous dit d'ailleurs que non, il ne change rien sur les performances a priori. Alors transition toute trouvée, merci la zone aéro. Et puis on va reparler un petit peu chimie, vulgarisation de la chimie. Avec vous, on parlait traînée de condensation. Avec vous, on parlait chimie des carburants eux-mêmes. Et je me tourne vers toi, Fabrice. Tu as écrit un article pour Aérobuzz sur l'effet positif des SAF sur la formation des traînées de condensation. Oui, c'est ça ? oui, tout à fait. En fait, alors l'étude date déjà d'il y a quelques années, il me semble. Oui, 2 ans. 2 ans, exact. Oui, en 2021, la NASA a sorti une étude qu'elle avait menée sur une assez longue période avec justement du carburant durable, d'aviation durable, du carburant d'aviation durable, qui est supposé a priori réduire les traînées de condensation à hauteur de entre 50 et 70%. Est-ce que ça vous parle, cette étude ? Et puis est-ce qu'on peut confirmer ou au contraire peut-être infirmer avec les données plus actuelles qu'on a aujourd'hui ? Oui, ça me parle. Je crois que ça a été publié dans le journal Nature exact. À l'époque. Ensuite, il y a eu des études complémentaires. Alors c'est vrai que nous, on a la chance de travailler par exemple avec le DLR et l'Imperial College qui se sont penchés là-dessus aussi. Les ordres de grandeur, j'avais cela en tête. Ça va dépendre aussi des différents SAF. Alors je ne suis pas un collab sur les SAF, mais je sais qu'il y a 3-4 SAF, types de SAF différents. Et donc les bénéfices sur la génération ou pas de traînées de condensation sont variables en fonction des types de SAF et donc de leur composition. Parce qu'effectivement, ce qui va sortir des moteurs est différent. Et donc le phénomène d'agrégation entre l'essuie et la glace va être changé par cette composition de carburant. Voilà, donc ce qui est important, c'est qu'il y avait des effets assez différents en fonction des 3 ou 4 types de SAF. Et il y a une publication assez récente aussi par l'Imperial College, par Roger Theo et ses collègues, qui montrait quelle était, finalement, ils ont essayé de regarder la courbe en fonction de la quantité d'incorporation de SAF dans le kérosène et le bénéfice sur la génération ou pas des traînées de condensation pour voir s'il y a un mix optimal à chercher pour réduire ces effets-là. Donc ce sont des travaux qui sont en cours, mais la publication, je crois, date du mois dernier. Et c'est très intéressant parce que même si ça ne donne pas des résultats finaux, ça montre qu'il y a certainement des stratégies d'optimisation, si on revient sur la discussion du début, où on peut certes optimiser la trajectoire, mais aussi associer, en fonction des conditions qu'on pense rencontrer et qu'on aura prévues, le bon mix de carburant pour vraiment faire le super bingo de l'optimisation. C'est à la fois avoir un carburant qui, dans son cycle de vie, nous amène un bilan carbone favorable, et en plus, par les propriétés de ce carburant, sur la route bien choisie et l'avion bien choisi, réduire les effets non CO2. Donc ça amène certes un élément de complexité, mais pour certains types d'avions qui savent d'où ils vont partir, qu'est-ce qu'on va leur mettre dans les réservoirs, etc., il y a une belle opportunité d'aligner les planètes pour réduire ces effets-là. Et c'est le type de sujet qu'on travaille avec les chercheurs en Europe aujourd'hui. Est-ce qu'il est exact de dire que les carburants SAF donnent une combustion qui produit moins de suie ? Alors, là, clairement, je me prononcerai pas parce que je connais pas assez bien. Florent, vous avez un élément là-dessus ? En fait, ce sont des carburants qui sont plutôt paraffiniques et qui effectivement produisent un peu moins de particules. Alors après, toutes les études en cours essaient de montrer quel est le lien entre ces particules et les traînées de condensation. Mais effectivement, ce sont des carburants qui produisent moins de particules à la combustion. Alors, il y a une question aussi de la zone aéro. C'est surtout la température qui influe sur la condensation sur les nucléi, non ? Et à ma connaissance, la suite de la question de la zone aéro, à ma connaissance, les nucléi sont déjà présents dans l'atmosphère. Je vais vous répondre, Florent. Non, là, je me mouillerai pas là. Alors, j'avais lu que effectivement, il y a des nucléi, donc des noyaux autour desquels les cristaux de glace peuvent se créer, qui sont présents dans l'atmosphère et que la combustion en ajoute avec les suies ou les particules, suivant comment on les appelle. La température, là, je sèche. J'aimerais qu'on parle un petit peu production des SAF, puis après je me tournerai à nouveau vers vous pour qu'on parle d'outils pour les pilotes.
côté optimisation des vols. Je surveille ma montre je pense que dans 10 minutes maximum, je te laisserai les commandes puisque j'irai sur notre décrochage de 14h30. Production. Des SAF, l'Europe, l'Union européenne, la Commission européenne a fixé, à l'issue d'une longue négociation, dans le cadre d'une directive qui s'appelle Refuel EU, a fixé des objectifs, et c'est plus que des objectifs, ce sont des mandats, ce qu'on appelle des mandats, donc des obligations d'incorporation de carburant durable dans les carburants aviation, avec plusieurs étapes, 2025-2030. Est-ce que vous connaissez ces grandes lignes ? Oui, tout à fait. Vous pouvez nous donner ces chiffres, ces pourcentages ? On part de 1%, ça va augmenter progressivement, 2%, 6%. Alors voilà, 6% c'est 2030, c'est ça ? Donc ça paraît très très lent quand même. Alors, enfin, en 2030, on aura peut-être 6%, si tout va bien, 6% de carburant, c'est très lent. Par rapport au volume à produire, c'est quand même ambitieux, parce que on parle c'est un nouveau produit finalement qu'on met sur le marché, donc il faut des unités de production, il faut de la matière première pour produire ces carburants-là. Construire une usine, ça ne se fait pas en quelques années. Donc forcément, on a besoin de temps pour faire monter en volume ces produits, avec l'objectif d'atteindre 70% en 2050, qui est un objectif qui est également très, très ambitieux par rapport aux capacités qui sont actuelles et qui sont à leur début, vraiment. Enfin, on commence à faire les premières gouttes, ou les premiers kilotonnes depuis quelques années. Donc, on est encore très loin de ces ambitions-là. Vas-y. Alors, dans le prolongement de la question de Thierry, je me permets une autre question sur ce sujet. Lors de l'Assemblée générale de l'IATA, il y a 15 jours, je crois, de cela, Willy Walsh, qui est assez fort en gueule, si je puis dire, qu'on connaît bien. Ou en couleur. Ou en couleur, pour être plus diplomatique. A abordé le sujet justement de la production des SAF, qui a, selon lui, est quand même très limité. Quels sont les freins? Lui évoquait plutôt la nécessité des gouvernements de mettre un peu la main à la poche et puis de financer beaucoup plus largement que ce n'est fait aujourd'hui. Est-ce que c'est pour vous un des freins majeurs, ou quelles sont les voies d'exploration en fait pour augmenter cette production, pour accélérer la production? Ouais, merci Thierry. Non, je t'en prie. Je bafouille. Alors, il y a plusieurs freins, mais effectivement, le CAPEX ou l'investissement, c'est quelque chose qui est majeur et qui ne peut se faire que s'il y a une rentabilité derrière, parce qu'on ne peut pas vendre du produit à perte, il n'y a pas de business model sinon. Mais il y a quand même un facteur clé qui est de trouver la biomasse, si on parle de biocarburant, qui permettra de faire les SAF. Et pour l'instant, on est sur des productions de SAF qui sont réalisées à partir en Europe, au moins d'huile de cuisson usagée et de graisse animale. Donc la ressource n'est pas infinie. Donc il faut arriver à trouver la ressource, organiser les circuits de collecte. Et donc ça prend aussi du temps. Et on a besoin d'avoir cette biomasse pour pouvoir faire les carburants et monter en volume sur la production de carburant. Et cette ressource-là, clairement, n'est pas illimitée et elle ne sera pas suffisante pour atteindre l'objectif 2050. Donc il faudra après aller chercher d'autres leviers, d'autres types de biomasse. Quand on parle de biomasse, ce sont des déchets, c'est ça? Ça correspond aux exigences de Refuel EU, de cette directive. Oui. Ce sont des déchets. Quel genre de déchets? Donc c'est principalement de l'huile de cuisson, l'huile de friture qui est collectée, qui après est traitée, purifiée et qui est transformée pour en faire des carburants à aviation, avec notamment les propriétés à froid, toutes les propriétés liées au carburant tel qu'il est formulé aujourd'hui, le Jet A1. On a également les graisses animales qui sont autorisées. Donc ce sont des déchets, on ne peut pas utiliser de l'huile qui soit en compétition avec l'alimentation. Voilà. Il faut qu'on soit dans l'économie circulaire, donc forcément ça limite la disponibilité. Oui, des déchets de la sylviculture, donc des déchets forestiers. Alors ça c'est quelque chose qui se développera, qui va prendre un peu plus de temps, parce qu'en fait quand on parle d'huile, on est déjà sur des déchets liquides qui ont une composition chimique qui est assez proche du carburant qu'on veut produire. Donc les étapes de transformation sont relativement simples et la logistique est aussi relativement simple. On est sur du liquide. Quand on va parler de déchets solides, donc soit de résidus forestiers, de paille, on va être sur de la matière qui est solide et qui est beaucoup moins dense énergétiquement. Donc il faut la collecter. On ne peut pas la collecter
il faut la collecter sur un rayon relativement limité, parce que sinon, au niveau de l'analyse de cycle de vie, on n'est plus du tout vertueux, parce que si on doit transporter sur des milliers de kilomètres de la biomasse qui est peu dense, il va y avoir des émissions de CO2 liées au transport. Donc on a besoin d'être sur des ressources qui sont concentrées, et on a également besoin de mettre en œuvre des procédés qui sont plus complexes que les procédés qu'on a sur les graisses animales ou les huiles de cuisson usagées par exemple. Merci, je me tourne de nouveau vers vous, Chris. Donc on se replonge dans les traînées de condensation. On en était à l'explication de leur formation. On les comprend beaucoup mieux maintenant. On sait mieux où elles vont se former. Est-ce qu'on peut donner aux pilotes ou aux contrôleurs aériens ou aux deux des outils justement pour prévoir une trajectoire qui éviterait la formation de ces traînées ? Alors, ça se fait en plusieurs étapes. Certes, ça peut finir sur l'évitement de ces traînées de condensation, mais pour nous, ce qui est vraiment la première chose la plus importante, c'est déjà d'estimer ces phénomènes-là pour savoir dans quelle mesure une compagnie aérienne est soumise ou pas à ces effets non CO2. Parce que comme je le disais, il y a une forte variabilité géographique, ça dépend des heures auxquelles on opère. Alors, chers viewers, si vous entendez un bruit de fond, c'est normal, c'est l'heure des présentations en vol. Continuez, Chris, je vous en prie. Oui, donc ça dépend des heures auxquelles on opère, ça dépend de la saison, hiver ou été, les phénomènes seront plus ou moins exacerbés. Et donc tout ça, pour nous, c'est notre première mission, c'est d'aider les compagnies aériennes et aussi les autorités de la navigation aérienne dans les différents pays à comprendre dans quelle mesure ils sont concernés ou pas par ces phénomènes-là. Pourquoi ? Parce que derrière, en sachant ce qu'il se passe, on pourra prendre les bonnes décisions et opter pour les bonnes solutions. On parle du SAF, si je n'ai pas de traînée de condensation dans ma zone géographique, parce que la météo fait ça, mais c'est peut-être pas le levier que je vais aller chercher en premier. Je vais peut-être aller me tourner vers mon collègue pour intégrer du SAF. Donc ça, c'est super important pour nous. Et donc, avant même de parler du pilote, on va plutôt travailler avec la compagnie aérienne pour faire ses estimations de l'année dernière, par exemple. A-t-elle été soumise à ces phénomènes-là ou pas ? Dans quelle mesure ? Sur quelle route ? Et avec quelle machine ? Ça, c'est le plus important pour nous. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir savoir à qui je vais m'adresser pour essayer de les éviter. Mais au moins, je ne chercherai pas à travailler sur toute la flotte, parce que comme je le disais, c'est déjà un faible pourcentage des vols qui est concerné. Donc allons sur les bonnes routes et les bons avions. On ciblera déjà notre effort. Derrière, pourquoi c'est important de cibler notre effort ? C'est que le pilote peut chercher à l'éviter, mais si le contrôleur aérien n'est pas au courant, le pilote va faire une manœuvre qui peut être considérée inattendue ou aller chercher un niveau de vol qui n'est pas du tout habituel. Donc en fait, nos solutions, elles s'appuient à la fois sur le fait de préparer les contrôleurs aériens, on leur diffuse la zone à éviter, ils s'assurent qu'ils pourront l'éviter sans mettre en danger la sécurité des vols, et ensuite on informe la compagnie aérienne pour lui dire, si vous le souhaitez, vous pouvez éviter cette zone. Donc ça, c'est vraiment notre objectif numéro 1. Après, on est d'ores et déjà capable pour des compagnies aériennes qui voudraient faire un cycle exploratoire, de leur faire des suggestions tous les jours. On fait une estimation des zones sensibles, ces fameuses zones de supersaturation. On les prévoit, on leur propose des plans de vol alternatifs et ils peuvent essayer. Donc voilà, on a l'estimation. Vous pouvez proposer un plan de vol alternatif. Proposer un plan de vol alternatif. Le troisième volet de ce qu'on travaille, après l'estimation et la possibilité d'éviter ce phénomène, c'est la vérification. C'est d'aller observer in situ si ce qu'on a prévu et proposé, c'est effectivement réalisé. Et donc là, on a pas mal de travaux avec des organismes de recherche partout en Europe pour faire ces vérifications, que ce soit par des moyens satellites ou par des caméras au sol. Ça a deux vertus, c'est de vérifier que la compagnie aérienne a bien fait quelque chose qui était positif pour l'empreinte climatique. Et puis ça permet de mettre au point aussi de façon continue les modèles qu'on emploie pour faire nos provisions. Donc voilà, il y a cette boucle continue qui est importante. J'estime, je mesure bien, je cherche à éviter et je vérifie que j'ai bien évité. Merci beaucoup. Je vais vous laisser entre de bonnes mains. Moi, je vais me sauver pour mon décrochage. Le seul décrochage admis dans l'aviation, c'est celui de Jumpseat. Merci Thierry. Je vous laisse entre de bonnes mains. Celle de Fabrice. Merci. À l'heure actuelle, quand on dépose un plan de vol IFR, le pilote, le commandant de bord propose une route qui peut être amendée aussi par les organismes du contrôle aérien. Là, ce serait un peu dans le... Là, je parle vraiment de points de report géographique, si on peut dire. Là, ce serait un peu dans le même cas. En fait, on pourrait avoir un niveau de vol proposé autre que celui que le pilote a demandé initialement. Oui, alors ça, c'est ce qu'on imagine à moyen terme, en pouvant travailler justement avec le contrôle aérien. Une fois qu'ils sont sensibilisés, ils pourront recommander d'éviter certains niveaux de vol. Encore une fois, si la sécurité est garantie, qu'on arrive à faire passer suffisamment d'avions. Ça, c'est le schéma à moyen terme. À court terme, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on est d'ores et déjà capable, avec notre application web Flight Footprint, de proposer à des compagnies aériennes tous les matins le top 2 ou le top 3 des vols sur lesquels ils peuvent essayer de faire quelque chose.
suffisamment tôt, 2-3 heures avant le vol, pour qu'ils aient quand même le temps, s'ils le souhaitent, de redéposer un plan de vol, qu'il soit accepté par les autorités, et derrière, dérouler leur alternative de vol. Là, vous disiez tout à l'heure que c'est un travail plutôt au niveau des... Enfin là, c'est plutôt le pilote qui s'organise, et c'est un travail plutôt au niveau des compagnies qui doit se faire... Exactement, ça va se passer dans le centre opérationnel de la compagnie aérienne, Oui, où on a leurs dispatchers, ces acteurs qui sont là, qui voient la situation quelques heures en avance et qui préparent notamment les dossiers de vol pour les pilotes. Mais c'est à eux qu'on s'adresse directement, ils reçoivent nos recommandations le matin. Ils peuvent choisir, si c'est en adéquation avec leurs attentes, de tenter de faire un redépôt de plan de vol. Et derrière le pilote, en fait, pour lui, ce sera totalement transparent, parce qu'il recevra un dossier de vol juste mis à jour, disant on va voler au niveau de vol 350 plutôt que 330. Et c'est totalement transparent. D'accord. Alors je me tourne du côté du chat, j'ai vu qu'il y avait quelques questions à propos des SAF, toujours. Une question de Free Flight 30, les stations de méthanisation qui sont construites pour le gaz vert, vont-elles contribuer à l'évolution des biocarburants aéronautiques ? Pas directement, puisque on fait du méthane, on produit du méthane, donc on ne peut pas utiliser le méthane. Oui, pardon. donc pas directement, on ne peut pas utiliser le méthane comme carburant aviation. Par contre, il pourrait y avoir des synergies, notamment par rapport au CO2, parce que quand on fait de la méthanisation, on produit également du CO2. Et ce CO2 pourrait être utilisé, c'est du CO2 concentré, qui pourrait être utilisé pour faire des e-fuels, si on a besoin de sources de CO2 à mélanger à de l'hydrogène pour faire des carburants de synthèse. Donc ça peut être une source, il peut y avoir une synergie entre les deux. D'accord, et la zone aéro maintenant qui pose une question... Après, est-ce que la quantité de production des SAF, j'imagine, sera suffisante? Donc après la date de 2030 qu'on a évoquée tout à l'heure, si ma mémoire est bonne, est-ce qu'on sera plutôt sur une courbe ascendante de production, ou est-ce qu'on aura atteint un quota suffisant pour l'aviation de manière générale? Suffisant, non, puisque les ambitions vont jusqu'en 2050 pour atteindre le net zéro. Donc on parle de 350 à 450 millions de tonnes. Alors qu'aujourd'hui, on produit à peu près 400 000, 500 000 tonnes. Donc on est très très loin. Donc de toute façon, il faudra du temps, il faudra aller jusqu'à 2050. Et il faudra trouver d'autres ressources, que ce soit de la biomasse ou de l'électricité renouvelable pour faire des e-fuels de façon à atteindre cet objectif. D'accord. J'avais une question aussi un peu spécifique à la stratégie un peu globale de Total Energy. Justement, hier, j'étais avec votre homologue en charge du développement de la partie électrique, en fait, avec sur les bornes de recharge, avec un beau Vélis électro d'ailleurs sur le stand. Et c'est donc la première fois que la partie électrique de Total Energy est présente sur le salon du Bourget. Comment est-ce que vous fonctionnez ensemble? Est-ce que vous travaillez ensemble ou plutôt en parallèle? Quelle est la synergie en fait qui vous anime? Alors pour le moment, les synergies sont relativement limitées, puisque on travaille sur des filières de production de carburant liquide. Sur la partie électrique, c'est plutôt les avionneurs qui vont pouvoir concevoir des systèmes hybrides pour minimiser C'est une approche différente en fait. C'est une approche qui est complètement différente. D'accord. Et j'ai une question un peu pour tous les deux. Au niveau du cursus de la formation du pilote de ligne actuel, en fait, on insiste beaucoup sur... par exemple, dans l'ATPL, on insiste beaucoup sur tout un tas de données techniques, etc. On parle beaucoup de l'AVGAS et puis du Jet A1, enfin toutes les dérivés du Jet A en fait, mais très peu de choses, ou à ma connaissance, même rien du tout sur les biocarburants, et puis même sur les traînées de condensation d'ailleurs. On sait qu'elles existent et quel est le processus qui les crée, mais rien de vraiment tangible sur la manière de les réduire. Selon vous, quels sont les leviers justement qu'on pourrait peut-être mettre en œuvre pour apporter une connaissance un peu plus détaillée et actuelle aussi pour les pilotes qui sortent des écoles de formation? Alors, je ne connais pas le cursus de formation des pilotes, mais je pense qu'il est quand même important maintenant de connaître un peu cette chimie des carburants. Jusqu'à présent, c'était un produit qui était relativement standard, le Jet A, le Jet A1. On ne se posait pas trop de questions. Aujourd'hui, il existe plusieurs filières de production qui produisent des carburants qui ont des qualités, des propriétés différentes. Donc je pense que ce serait quand même utile d'avoir un peu ces notions-là, de savoir quelles sont, en fonction des filières de production, quels sont les types de carburants qui sont produits et qui seront produits dans les années à venir. Oui, je trouve que ça manque aussi. Enfin, par exemple, on est très... je sors d'une formation de pilote de ligne aussi, donc c'est assez frais. Et
En fait, on est très au courant de la nécessité d'une gestion de carburant optimisée, on va dire, pour des considérations environnementales. Ça fait vraiment partie de la formation. Mais on est moins au fait justement de ces leviers que vous évoquiez aussi tout à l'heure, par exemple, peut-être de s'adapter aussi pour éviter ces traînées de condensation, par exemple. C'est ça. Je pense que dans la formation aujourd'hui, on voit beaucoup l'écopilotage rentrer dans la formation. Oui, tout à fait. Vous disiez, c'est toutes ces bonnes pratiques que l'on peut Complètement. systématiser au quotidien. Et ça, c'est super pour la réduction de la consommation de carburant. Quand on revient aux traînées de condensation, on l'a vu, comme ce sont des particularités qui changent au quotidien, les zones changent chaque jour. Mais là où l'écopilotage incite à faire mieux tous les jours avec des bonnes pratiques régulières, là il faut une forme de dynamicité, d'adaptation. Mais sur ce sujet-là, je verrais plutôt une capacité à faire de la vulgarisation, que les pilotes soient conscients des ordres de grandeur aussi, du fait d'être bien conscient qu'on ne va pas chercher à modifier tout leur vol, qu'on ne va pas leur demander tous les jours et sur tout leur vol de lutter contre les traînées de condensation, mais que ce sera plutôt l'effort d'un instant ou d'un vol. Et ça c'est important parce que c'est un peu différent de la bonne pratique qu'on cherche à appliquer tout le temps. Donc il y a cette subtilité-là, je pense, dans la formation qui peut être intéressante. Le but n'est pas de devenir, encore une fois, expert de la chimie de l'atmosphère, mais plutôt d'être conscient de cette variabilité et du fait que le jour où ça survient, c'est vrai que c'est peut-être une petite attention supplémentaire. Nous, ce qu'on pense surtout, c'est que dans la formation, c'est plutôt même dans les opérations, c'est pour créer de l'adoption, donner de l'information à l'issue du vol, surtout pour que les pilotes soient conscients que ce petit effort supplémentaire, peut-être en préparation qu'ils ont fait, a eu un effet conséquent sur la réduction de l'empreinte de leur vol, pour avoir un cycle vertueux en fait, parce que c'est peut-être la meilleure des récompenses que de voir que les quelques minutes qu'on a passées avant le vol à un peu plus étudier sa météo à ces fins-là permet de réduire le vol, l'impact du vol de plusieurs tonnes de CO2 équivalent en fait. Je pense que je serais plutôt pour ça. Pas tant la formation, mais plutôt le suivi au quotidien, d'être conscient de ce qu'on a fait et c'est une action positive pour que ça donne envie de recommencer le lendemain. D'accord, il faudrait que ce soit des pratiques qui soient implémentées dans les opérations des compagnies aériennes par exemple. Tout à fait, pour que ça devienne quelque chose de normal. Alors je me retourne vers le chat à nouveau. Alors de The Flying Frog. Il me semble, bonjour The Flying Frog au passage, il me semble que, comme le disaient vos intervenants, c'est assez transparent côté pilote. Ce qu'il manque, c'est l'information opérationnelle, c'est ce qu'on vient d'évoquer effectivement, qui serait transmise par les compagnies sur ces pratiques spécifiques. Le pilote s'adaptera en fonction. Et en ce moment, le gros problème, c'est la gestion de l'espace aérien et la faisabilité. On est encore loin de voler précisément les FL déposés. C'est une excellente remarque et c'est pour ça que le principal programme qu'on a chez Thales autour des traînées de condensation, en complément de notre outil Flight Footprint qui fonctionne déjà, c'est un énorme projet avec plusieurs autorités de la navigation aérienne. On a 9 pays qui sont inclus dans ce projet, justement pour que les contrôleurs aériens apprennent à intégrer cette nouvelle problématique dans leur quotidien, mais sans trop changer leur pratique non plus, pour que ce soit fluide. Parce qu'on le sait, si les compagnies aériennes cherchent à faire toutes les mêmes manœuvres alors que le trafic aérien n'est pas sensibilisé à ça, il n'y a aucune chance que ça aille au bout. Donc vraiment pour nous c'est très très important que le contrôle aérien soit aussi dans la boucle, prépare même des conditions favorables pour faire ce type d'évitement là. Donc là on a un gros projet autour de ça qui est comment on sensibilise le contrôle aérien pour qu'il visualise les zones à éviter et facilite derrière la vie aux compagnies aériennes si elles souhaitent éviter ces zones-là. Donc c'est vraiment un travail très collaboratif et c'est une super question parce qu'on a tendance à oublier le contrôle aérien et en fait rien ne se fera sans eux. Et 9 pays en Europe du Nord qui ont choisi de travailler avec nous sur ce sujet-là justement pour faire en sorte que dans quelques années on puisse faire ce type de manœuvre mais à l'échelle avec un grand nombre de vols. Oui, de toute façon, c'est le contrôle aérien qui aura le dernier mot de toute manière, quoi qu'il arrive, pour la gestion de l'espace aérien. Alors justement, pour l'espace aérien, il y a déjà certaines choses qui sont mises en œuvre, comme les descentes continues, par exemple, ou les espaces de cheminement libre. Ça, il faudrait aussi que cette considération de traîner rentre dans ce cadre-là de gestion du trafic, selon vous. Il faudrait que ce soit implémenté de manière assez rapide. Alors,
Implémenter de façon rapide, c'est toujours un sujet délicat parce que toute nouvelle pratique qu'on intègre dans le contrôle aérien, ça va demander d'être testé pour s'assurer qu'on ne va pas dégrader les conditions de sécurité des vols. C'est quand même leur mission numéro 1. Et c'est vrai que c'est là-dessus qu'on passe beaucoup de temps avec eux, en laboratoire, même avant même d'aller faire des vols réels, pour voir si finalement, c'est surtout leur processus, leur travail quotidien. On va regarder si en termes de facteurs humains, ça ne dégrade pas leur capacité à gérer déjà tout ce qu'ils ont à gérer. Et ce qu'on essaie de faire aussi, c'est que ça colle au plus près de choses qu'ils font déjà. Par exemple, éviter une zone climatiquement sensible, ça ressemble quand même fortement à éviter une zone militaire. Donc c'est essayer de coller à des pratiques connues pour qu'on n'ait pas à faire beaucoup de formations additionnelles et qu'on n'en fasse pas un problème disproportionné en fait. Et encore une fois, il est important pour nous qu'on évite de générer des traînées de condensation, mais il faut d'abord garantir la sécurité. Donc ça reste une recommandation, on va inciter à le faire. Mais si ça va à l'encontre de la garantie de sécurité, on travaille comme d'habitude, ça reste hyper important. Donc, ça va être quelque chose qui va se faire au cours du temps. C'est pour ça qu'on a voulu commencer maintenant, même s'il y a parfois encore des incertitudes qui sont formulées sur la maîtrise de ces phénomènes de traite de condensation avion par avion, parce qu'on sait que ça va nous prendre quelques années à mettre en place les bonnes pratiques, les bons réflexes métiers. Et comme ça, quand on sera super au point sur la science, on aura aussi les opérationnels qui seront déjà prêts. On n'aura pas besoin d'attendre des années supplémentaires pour être opérationnel. D'accord, je rebondis un peu j'enchaîne sur le côté opérationnel pour les biocarburants. Est-ce que on gère un biocarburant aujourd'hui comme on gère de l'avgas ou un Jet A1, c'est-à-dire est-ce qu'on utilise les mêmes conditions de stockage par exemple, est-ce qu'on les transporte de la même manière, est-ce qu'il y a un enjeu de stockage des biocarburants? Comment ça se passe en fait dans la pratique? Alors aujourd'hui, on produit des biocarburants dits drop-in, donc ils sont mélangés au Jet A1, donc ils sont gérés du point de vue logistique comme le Jet A1. Il n'y a pas de spécificité. D'accord, il n'y a pas de différence. En fait, ils sont mélangés et ils sont utilisés. C'est complètement transparent. En termes de logistique. Parfait, très bien. Je crois qu'on arrive à la fin de notre débat. On est près du... Non, on doit être près du décrochage, je crois. On m'a fait signe que j'avais encore 2 minutes. Alors, je ne sais pas, peut-être que je suis un peu rapide. Mais on va attendre. C'est Thierry qu'on va retrouver d'ailleurs sur ce décrochage. C'est 120 secondes, oui, c'est vrai que ma montre avance un peu. Alors non, quoique, je suis presque dans les temps. Bon, on peut peut-être finir avec une question en termes de stratégie aussi chez Thales. Depuis quand à quel moment avez-vous commencé à vous intéresser à ces problématiques de traînées de condensation et puis à quelle fin, quel est l'objectif in fine d'un point de vue peut-être commercial Alors ça fait un peu plus de 3 ans pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'en 2018-19, il y a une publication de l'Imperial College qui avait fait un petit peu de bruit, même beaucoup de bruit dans la communauté, et qui disait qu'ils avaient étudié l'espace aérien du Japon. Et si on pouvait, avec 2% de vol modifiés, réduire de 80% les traînées de condensation ensuite de l'espace aérien du Japon. Donc les chiffres nous avaient marqués. Ah oui, on a voulu se dire, on est allé creuser, on s'est dit, on doit pouvoir faire quelque chose sur le ciel européen. Ça a été notre point de départ, il y a un peu plus de 3 ans de ça. Puis on avait aussi une équipe de chercheurs qui étaient plus intéressés sur la capacité de détecter avec des caméras ces traînées de condensation dans le ciel. Donc finalement, on avait ceux qui voulaient faire de la vérification et ceux qui voulaient les éviter. Et en faisant une équipe commune, ça nous a donné une bonne ambition. Et en plus de ça, en mettant nos collègues du trafic aérien dans le sujet, on a tout de suite vu que les contrôleurs, ça leur a attiré l'attention, qu'ils avaient envie de faire partie de ce nouveau challenge, parce qu'il y a vraiment une super poche de réduction des émissions à aller chercher. Et donc ce triptyque nous a permis de nous lancer, il y a un peu plus de 3 ans de ça. D'accord, et c'était vraiment spontanément que les contrôleurs étaient intéressés aussi par cette problématique. Dès lors qu'on leur a fait cette vulgarisation, on leur a montré l'importance des effets et le peu d'efforts finalement qu'il fallait faire pour aller chercher ces gains-là. On a eu une adhésion très rapide sur le sujet. Écoutez messieurs, je vous remercie aussi d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci beaucoup. Tu as une bonne fin de salon et puis à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.